Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 20 octobre 2024. À la une de l'actualité de ce jour, le centre Akamasou célèbre son 35e anniversaire cette année. Depuis sa création en 1989 par le père Pedro, Akamasou a aidé plus de 25 000 malgaches. Et pour cet événement d'une grande importance, le président Andji Rajoelina et son épouse Mial Rajoelina sont venus féliciter le père Pedro et confirmer leur détermination à continuer à soutenir Akamasou. Reportage de Judigaël Randjanirin et Ant Razalebe. Des milliers de personnes se sont réunies au stade Akamasou cet après-midi pour célébrer le 35e anniversaire de la création de ce centre par le père Pedro. 35 années au cours desquelles le père Pedro a aidé de nombreuses personnes vivant dans la misère en leur fournissant du travail, un toit et des écoles pour leurs enfants. Ces bonnes actions se poursuivront toujours pour les années à venir, affirme le père Pedro lors de son allocution. Le président Andji Rajoelina, pour sa part, un ami fidèle du centre Akamasou depuis bien longtemps, a confirmé que les travaux tangibles, comme ceux effectués par le père Pedro, sont nécessaires pour apporter le développement, au contraire des paroles en l'air ou encore des critiques qui n'apportent rien. Le président de la République a remercié le père Pedro pour ce qu'il a effectué durant ses années d'existence à Akamasou. L'année 2019, célébration du 30e anniversaire du centre, père Pedro a été décoré de la Grande Croix de 2e classe de l'Ordre national, la plus haute distinction civile. Et aujourd'hui, le président a encore affirmé sa volonté de toujours soutenir les efforts déployés par le centre Akamasou. Il a aussi lancé un appel à la solidarité de tous pour venir en aide à ce centre. Les habitants du centre Akamasou ont remis un bouquet de fleurs pour le père fondateur du centre, en guise de reconnaissance et de remerciement pour toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies, en plus du mitabé, un mouvement d'ensemble et des danses auxquelles ont participé les élèves du centre. Dans un autre sujet, Ambouibar Sambain et Ambatlampi dans la région Vaknakarej font également partie de ceux qui ont bénéficié du deuxième tranche du soutien financier dans le cadre du projet Timb. Il y a eu au total 6 854 bénéficiaires dans ces deux communes. Ils ont reçu 150 000 arrières par foyer. Et vendredi dernier, la ministre de la Population et de la Solidarité, Aurélie Razafinzat, a supervisé le paiement et a encouragé les bénéficiaires à faire des efforts pour améliorer leurs conditions de vie. Elle a été accompagnée du ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Matante Paubert, et des députés élus Antirabé 2 et Ambatlampi. Reportage signé Miarvoulatsferan. En plus de fournir un soutien financier aux ménages vulnérables, dans le cadre du programme Timb, une aide leur est également apportée sur les moyens d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer l'éducation des enfants, de promouvoir des habitudes alimentaires saines et d'augmenter les revenus par ménage. Pour que les bénéficiaires puissent bénéficier de la deuxième tranche de l'aide financière, ils doivent satisfaire ces conditions. Ainsi, 4 296 ménages vulnérables dans la commune d'Ambouibar Sambain et 2 558 à Ambatlampi ont répondu aux critères et ont reçu la deuxième tranche d'un soutien financier d'un montant de 150 000 arrières par ménage. Dans le cadre de ce projet de protection sociale, les bénéficiaires apprendront également comment utiliser correctement l'argent pour améliorer leurs conditions de vie afin que la vision du président de la République Andji Rajoelina pour la promotion du capital humain bénéficie à chaque foyer. Le programme Timb est un programme de protection sociale initié par le gouvernement malgache pour soutenir les ménages les plus vulnérables de l'île afin qu'ils puissent faire face à la hausse du coût de la vie et envoyer leurs enfants à l'école. Un total de 250 000 arrières est reçu par les bénéficiaires. La distribution se fait en 2 tranches. Plus de 657 000 ménages à travers Madagascar bénéficieront de ce soutien financier. Vatitim est un programme gouvernemental coordonné par le ministère de la Population et de la Solidarité, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le FID. Poursuivant dans cette localité la remise d'écharpes aux députés élus dans de nombreuses circonscriptions de la province d'Antananarive s'est tenue vendredi dernier à Antirabé. Le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie a affirmé que ces députés ont un devoir sacré et une grande responsabilité dans le développement du pays. Les députés, pour leur part, ont exprimé leur détermination et ont assuré qu'ils porteront les souhaits du peuple à l'Assemblée nationale et rédigeront des lois en conséquence. Jameson Rajan Armanan, Viva Antirabé.
15 députés, élus dans de nombreuses circonscriptions de la province d'Antananarivo, se sont vus remettre leur écharpe ce vendredi à Ntirabe. La remise a été faite publiquement pour informer les personnes qui ont voté pour eux que ces représentants ont un devoir sacré et une grande responsabilité dans le développement du pays. Ces parlementaires ont exprimé leur volonté de tenir leurs promesses envers leurs électeurs. Ils ont assuré qu'ils apporteront les souhaits de la population auprès de l'Assemblée nationale et élaboreront les lois afin d'assurer le développement local. Les députés issus de nombreux districts, des sénateurs et le président du Sénat ont assisté à cette cérémonie. Ce dernier a souligné que la coopération entre les deux institutions gouvernementales est nécessaire au développement du pays. De nombreux membres du gouvernement ont également assisté à cette cérémonie. En tourisme, les étrangers sont encouragés à venir à Madagascar afin d'investir dans le secteur du tourisme. En effet, le pays prévoit d'ajouter 11 500 chambres d'hôtel pour les prochaines années avec l'investissement de grands groupes internationaux, le renforcement des compétences des employés et des opérateurs touristiques se poursuit également, a indiqué la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Reportage de Fadjessena Mireille. La perspective d'accueillir 1 million de touristes d'ici 2028 se renforce, selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, qui a souligné que tous les efforts du gouvernement sont coordonnés pour atteindre cet objectif. La relance du secteur touristique repose sur une stratégie bien structurée visant à améliorer l'accessibilité, à diversifier les offres et à renforcer la formation des acteurs locaux. Par ailleurs, l'amélioration des infrastructures figure également parmi les piliers de cette stratégie. Le pays prévoit d'ajouter 11 500 chambres d'hôtel pour les prochaines années avec l'investissement de grands groupes internationaux. Un nouvel hôtel de 800 chambres est en construction à Ntirabe, dont 500 sont déjà opérationnels afin de répondre à l'augmentation des visiteurs. Le gouvernement malgache place également la formation professionnelle au centre de sa stratégie pour garantir un service de qualité. Le renforcement des compétences des employés et opérateurs touristiques se poursuit également. Et la 3e édition de la journée du VOI ou Vunjlula Ifut JR VOI de la région Diana a été célébrée pendant 2 jours à Ntirabe dans la région Diana. Ces VOI constituent la base de la protection de l'environnement et sont importants pour le développement économique. La célébration de la JR VOI est aussi une occasion d'échange pour tous les VOI et partenaires ainsi que les autorités venues à Ntirabe durant ces 2 jours. Mervoulet Sferen. Le VOI Grand V dans la région Diana compte désormais 133 membres. 3 ans après sa création, l'objectif a été atteint, a déclaré la direction locale. La VOI est actuellement à la place qu'il mérite, même si de nombreux efforts restent encore à faire. L'existence du VOI est à la base de la protection de l'environnement et est importante pour le développement économique. Sans eux, la gestion des forêts et des différentes ressources naturelles est difficile. Le gouverneur de la région de Diana, Tassiano Rakutmang, a déclaré que l'existence des VOI permet de constater les bonnes pratiques et de tirer des leçons pour les générations futures. Les 17 et 18 octobre, la 3e édition du JR VOI pour la région Diana a été célébrée devant la préfecture de Ntirabe. La cérémonie a débuté par une grande marche à travers la ville et les VOI ont bénéficié d'une attention particulière au cours de la célébration. La manière d'améliorer la gestion à long terme de leurs zones protégées respectives, qu'ils gèrent conjointement avec différents partenaires, a été discutée. Le premier jour, des travaux de commission ont eu lieu, aboutissant à des recommandations visant à améliorer la gestion locale. Il y a eu également une visite d'une zone protégée à un Paris-B qui fait actuellement l'objet de diverses pressions. Et ce samedi 18 octobre 2024, à Mbouimar-Mbouimangarouf, a eu lieu la cérémonie officielle d'installation du président du Sénat, le général Ravalmanana Richard, comme président d'honneur de l'association Ma Famille, regroupant les étudiants, employés, entrepreneurs issus de la province d'Antananarivo-Mireille. Il a donc eu un transfert d'administration entre lui et l'ancien professeur et président de l'association, le professeur Rakutmanana Honoré, qui était également ancien président du Sénat. Les représentants, anciens et nouveaux membres de l'association Ma Famille, issus de la province d'Antananarivo-Mireille, ont rencontré mercredi 16 octobre dernier le président du Sénat au palais d'Anousikeli.
Lors de cette rencontre, les membres du Ma-Famille ont demandé au président du Sénat d'être le nouveau président d'honneur de l'association Ma-Famille pour succéder au professeur Honoré Rakoutoumane. Le président du Sénat a donné des instructions et partagé ses expériences avec les membres sur la nécessité de toujours maintenir le Fiavan. Les membres du Ma-Famille devraient toujours avoir une attitude positive et une attitude d'unité, a-t-il déclaré. En conclusion, le président du Sénat a exhorté les membres du Ma-Famille à continuer de renforcer la solidarité et à se soutenir mutuellement dans tout ce qu'ils entreprennent. La cérémonie d'installation officielle du président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, étant le nouveau président d'honneur de l'association Ma-Famille, le transfert d'administration entre lui et le président Honoré Rakoutoumane, qui est l'ancien président du Sénat, s'est tenu ce samedi à l'espace Valwain, à Mbouy-Mangarouve. Conformément au statut de l'association Ma-Famille, le professeur Rakoutoumane Honoré a été nommé doyen de l'association. Concernant maintenant les actualités internationales, au moins 73 morts après une frappe israélienne dans le banc de Gaza, dans le nord de Beit Laïla. Les Israéliens intensifient leurs frappes pour empêcher, disent-ils, le Hamas de reconstituer leurs forces dans la zone. Des frappes sans répit et un bilan qui ne correspond pas à leur information, dit l'armée israélienne. Reportage sur les images de France 24. Des traces de sang sont encore visibles au sol. Le résultat d'une frappe israélienne sur une école transformée en abri dans le camp de réfugiés d'Al-Shati à l'ouest de la ville de Gaza. Au moins 7 personnes sont mortes selon la défense civile. J'étais assise avec une amie et ses enfants, mon fils, une autre femme qui avait aussi des enfants et une femme âgée quand soudain une frappe est survenue au-dessus de nos têtes. Dieu merci, tous les enfants ont survécu. Mais il y avait une femme ici, je ne sais pas s'il a été tué ou simplement blessé. Quelle est la raison de l'explosion? Nous sommes des civils, des pacifistes, nous avons des enfants en bas âge. Nous étions 12 personnes dans la pièce. Plus tôt dans la nuit de vendredi à samedi, c'est Jabalia plus au nord qui a été frappé par un bombardement. L'armée israélienne affirme avoir visé le Hamas qui reconstituerait ses troupes dans cette zone en se mêlant à la population civile. Au centre de la bande de Gaza, le camp de réfugiés d'Al-Maghazi a été frappé. L'hôpital voisin de Deir el-Bala n'en finit plus de recueillir les victimes. Les corps s'entassent sous les linceuls et les habitants semblent désemparés. Ce qui nous arrive n'est pas anodin. Une famille entière a été tuée ici. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Où sont les droits de l'homme? Où sont les Nations Unies? Depuis notre naissance, nous apprenons les droits de l'homme dans les écoles de l'UNRWA. Où sont passés les droits de l'homme? Pour l'instant, la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, ne semble pas avoir changé la donne sur la guerre dans l'enclave palestinienne. L'UNICEF affirme que la bande de Gaza est aujourd'hui un enfer sur terre pour le million d'enfants qui y vit. Ensuite, après la chute d'un drone près de sa maison à Césarée, dans le nord d'Israël, Benjamin Netanyahou accuse Téhéran d'avoir tenté de le tuer. Les Iraniens ont démenti. Pour eux, le Hezbollah agit tout seul. France 4. Des militaires quadrillent tout le quartier. La tension est palpable à chaque coin de rue. Touchée par une attaque de drone ce samedi, la résidence secondaire de Benjamin Netanyahou est désormais inaccessible et les premières accusations accompagnées de menaces de représailles n'ont pas tardé à tomber. Les alliés de l'Iran qui ont tenté de nous assassiner, ma femme et moi aujourd'hui, ont fait une regrettable erreur. Cela ne nous dissuadera pas, ni moi, ni l'État d'Israël, de poursuivre notre guerre de renouveau contre nos ennemis afin d'assurer notre avenir. Je le dis aux Iraniens et à leurs partenaires de l'axe du mal. Quiconque nuit aux citoyens de l'État d'Israël paiera un prix élevé pour ça. Si l'Iran a rapidement confirmé la responsabilité du Hezbollah libanais, il a aussi immédiatement démenti être à l'origine de l'offensive, comme le confirme le correspondant de France 24 à Téhéran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais aussi donc la représentation iranienne aux Nations Unies ont affirmé que l'Iran n'était pas impliqué dans cette attaque contre la résidence de Benjamin Netanyahou. Donc c'est une manière pour Téhéran de dire que l'Iran n'est pas impliqué et donc ne cherchez pas à tuer le Premier ministre israélien dans une telle attaque. Le Hezbollah, de son côté, n'a encore fait aucun commentaire. Les menaces de Tel Aviv font ressurgir la crainte d'une escalade de violence entre Israël et l'Iran, alors que l'État hébreu a déjà plusieurs fois brandi le spectre d'une réplique à l'attaque de missiles de Téhéran sur son territoire le 1er octobre dernier.
Et la ville colombienne de Cali accueille à partir de demain lundi la COP16 sur la biodiversité. Objectif stimuler et accélérer la mise en œuvre d'objectifs de sauvegarde de la nature d'ici 2030. Mais vendredi, le président Gustavo Petro s'est dit inquiet à propos de la sécurité. La Colombie entend à cette occasion prendre la tête de la mobilisation en faveur de la biodiversité. France 24. Cali, placé en état d'alerte. La ville colombienne qui accueille la COP16 sur la biodiversité attend ses 12 000 participants, dont une centaine de ministres et plusieurs chefs d'État. Mais ce week-end, le président colombien a officiellement reconnu être inquiet pour la sécurité de l'événement après des menaces formulées par l'EMC, une des factions subsistantes des ex-FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Nous allons inaugurer ce qui est peut-être notre événement international le plus important. Et il est menacé. Il y a ceux qui veulent que ce soit une vitrine de la violence et de la mort, et ceux qui veulent que ce soit une vitrine des plus belles choses de la Colombie. Le groupe armé local est en guerre ouverte avec les autorités après l'offensive réussie de l'armée sur l'un de ses bastions aux portes de Cali. Des raids militaires pour tenter d'enrayer le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale. Plus de 10 000 policiers et soldats colombiens sont déjà déployés dans la région pour sécuriser la 16e conférence de l'ONU. Placé sous le thème « Paix avec la nature », le sommet veut adopter des mécanismes de surveillance et de financement visant à arrêter puis inverser le rythme effréné de destruction des espèces. Il y a eu beaucoup de discussions dans le monde sur l'impact du changement climatique et sur la nécessité de décarboner, mais on n'a pas mis l'accent sur celle de protéger la nature, de reconnaître notre lien vital avec elle et l'urgence de considérer la nature comme notre allié et d'en faire partie. La Colombie est bien placée pour prendre la tête de cette mobilisation. Le pays est lui-même aux prises avec les ravages de la déforestation, de l'exploitation minière illégale et du trafic de cocaïne. Un de ses autres enjeux prioritaires sera de faire entendre la voix des peuples autochtones. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé « Soulèvement ». Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.